Bonjour, bienvenue à Citoji Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Marc Turner, consultant senior de la communication de la C2G, et je suis aujourd'hui avec Andy Ressinger, qui a été jusqu'à cette année membre du bureau du GIEC et qui a été le vice-président du groupe de travail 3 du GIEC, qui examine les sources d'émissions mondiales et qui évalue les progrès et les engagements en faveur de l'atténuation du changement climatique. Il a également été un haut membre de la commission de la Nouvelle-Zélande sur le changement climatique et a été précédemment scientifique en chaîne pour le changement climatique au ministère de la Nouvelle-Zélande de l'Environnement. Il s'exprime aujourd'hui en son nom personnel et sa recherche porte sur le rôle de l'agriculture dans les politiques climatiques nationales et mondiales ainsi que sur le méthane. Bienvenue à Citoji Talk. Merci Marc, je suis très heureux d'être avec vous. Parfait. Donc vous avez passé plus de 10 ans à travailler avec le GIEC, dans les processus du GIEC. Sur quoi avez-vous travaillé? D'ailleurs, c'est 20 ans et jusqu'à présent. Donc j'ai exercé différentes fonctions. Par exemple, comme point de contact national pour la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire c'était le représentant officiel du GIEC pour mon pays. J'ai été l'un des auteurs principaux de certains rapports et j'ai contribué à l'écriture d'autres rapports. J'ai également été le directeur de l'unité de soutien, de support technique pour le 4e rapport d'évaluation du GIEC et qui fait en sorte que tout est bien en place, les processus, les mécanismes de contrôle, etc. Et j'ai été donc le membre du bureau du GIEC, qui est le comité de pilotage général et qui supervise le travail donc, du groupe 3 sur les options d'atténuation. Donc j'ai une expérience assez vaste au GIEC à la fois du point de vue scientifique et du point de vue d'un gouvernement, puisque j'ai également exercé un travail de coordinateur. Et donc si vous regardez cette période, d'après vous, quelles sont les forces du GIEC? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré euh, et pour que ceci fournisse des bases pour l'action. Et pour moi, c'est que je me dis que ça le GIEC produit le fruit de la recherche et de ce que ça veut dire depuis un point de vue de l'action, mais elle produit une évaluation très valuée de niveau d'accord, mais également des preuves scientifiques. Donc c'était vraiment, ça fait autorité en la matière, et le GIEC ne ménage pas du tout ses efforts pour veiller à ce qu'il y ait vraiment une rigueur et une bonne compréhension, et que ce sujet ne soit pas capturé par certaines voix individuelles. Et donc, on voit très bien qu'il y a une progression de la connaissance. On peut voir comme les preuves sur le changement climatique, les observations et la compréhension de tout ça ont avancé. Et donc, ça a une forte influence sur les accords climatiques. Et ça a fourni comme les pierres angulaires scientifiques sur lesquelles peuvent être basées les discussions mondiales. Les nuances, les inconvénients, c'est que le GIEC est contrôlé par des gouvernements, donc ne peut évoluer qu'à la vitesse à laquelle vont les gouvernements. Ce n'est pas un pur organe scientifique. Il est contrôlé par les gouvernements, tenu par les gouvernements. Et bien sûr, le GIEC est surtout, enfin, occupé, enfin, je veux dire, le travail du GIEC est fait par des bénévoles, des volontaires. Beaucoup sont des scientifiques formidables, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont de très bons vulgarisateurs et qu'ils puissent traduire la science en actions politiques et mesures politiques à prendre. Je ne suis pas sûre que, pour répondre à votre question, c'est que, qu'est-ce que pourrait faire le GIEC pour fournir une base pour l'action? Est-ce qu'on a vraiment un goulot d'étranglement pour l'action? Mais quelle partie des déclarations ne sont pas comprises, par exemple? Euh, on voit que le changement climatique est provoqué par les humains. On voit des effets secondaires de plus en plus importants, ainsi que des pertes et des dommages de plus grands, et qu'on a de moins en moins de temps pour pouvoir nous assurer un futur durable à tous. Et dans tout ce que je viens de dire, ce qui n'est pas encore assez clair dans toutes ces phrases que je viens de prononcer? Donc, au-delà des preuves scientifiques, voilà.
je pense que ce que je voulais vous poser, c'était de dire est-ce qu'il y a de la place pour que le GIEC euh, puisse suggérer des actions et des mesures et des politiques spécifiques et pour plus aller dans cette direction. Et c'est de dire, voilà, on va vers ceci, mais il faudrait faire cela. Ça nous ramène au problème du fait que le GIEC est la réunion de gouvernements locaux, nationaux. Donc, est-ce que les gouvernements devraient se demander vraiment ce qu'ils doivent faire? Donc, donc le GIEC a vraiment pour vocation d'être, enfin, n'a pas pour vocation d'imposer des politiques. Il peut faire des recommandations, bien entendu, et peut-être qu'il devrait en faire plus. Mais c'est un organe scientifique euh, qui, euh, qui rassemble tous les gouvernements. Et, et donc, il ne faudrait pas que les gouvernements puissent perdre leur capacité d'agir. Il ne faudrait pas que des décisions, des recommandations laissent d'autres pays derrière à la traîne. Donc le GIEC a atteint un peu ses limites d'être un organisme scientifique euh, et pour apporter des informations que dont les gouvernements peuvent avoir besoin et donc ils pourraient faire de très fortes recommandations et imposer ou vraiment recommander très chaudement certaines mesures. Et je pense que nous avons un temps cette ramite d'être voilà, cet organe d'évaluation internationale conduit par des gouvernements. D'accord, donc parlons de là nous en sommes en termes de changement climatique. Nous sommes déjà avec 1,2 degré de réchauffement et nous acheminons euh, vers certains pensent qu'on va avoir un dépassement de l'objectif de 1,5 degré de réchauffement fixé par l'accord de Paris. Et on va certainement dépasser les 2 degrés à la... On voit déjà des gros titres des mois derniers, l'été le plus chaud, le mois de septembre le plus chaud. Et, et donc on voit déjà qu'on risque de dépasser ce 1,5 degré. Si vous pouviez donner votre point de vue sur le, type d'impact que l'on risque de voir, ou par exemple qu'un enfant qui naît actuellement est censé, est susceptible de voir au fond, au cours de sa vie, et, et donc et de comprendre comment comprend-on ce qui est en jeu. Je ne suis pas vraiment d'accord avec le monde s'achemine vers un réchauffement à 2 degrés. Bon, il est certain que nous allons atteindre 1,5 degré début 2030 dans ces années-là. Mais il faut, même avec les mesures très strictes que l'on peut prendre actuellement, mais au-dessus d'1,5 degré, il incombe aux humains et c'est la responsabilité des humains et de leur action de contrôler ceci. Et ce sont les actions pertinentes et adéquates qu'il faut faire. Nous sommes engagés à atteindre ce 1,5 degré. Donc ce dépassement par rapport à cet objectif dépend de notre action. Et de ne pas atteindre ces 2 degrés dépend de notre action. Et il est encore temps de vraiment faire des progrès pour ne pas dépasser les 2 degrés. Ce qui serait vraiment très problématique. Et personne n'aurait envie de dépasser ceci d'aucune façon. Mais même à un terme plus court, nous allons voir plus d'épisodes extrêmes et des impacts climatiques à court terme, et plus de vagues de chaleur, plus d'inondations sévères et qui sont les conséquences et qui auront pour conséquence des glissements de terrain. Il y aura également des risques de sécheresse excessive dans certaines régions. Et bien entendu, tout ceci ne se produit pas en cloison de façon isolée. Et c'est un effet en cascade de ces différents épisodes. Et il y a différents types d'impacts qui peuvent se donner ensemble. Par exemple, dernièrement, on a vu dans beaucoup de parts de l'hémisphère nord des feux, pendant l'été, des feux de forêt terribles et qui ont été suivis par de très grandes participations et qui peuvent entraîner de l'érosion de ces forêts qui ont été touchées en raison des incendies. Et donc, ça va se convertir en des défis pour les gouvernements et pour les institutions.
et de nombreux pays luttent contre ces événements en cascade. Mais par exemple, si on parle de lutter contre un ouragan, c'est une chose, mais si on a vraiment des effets en cascade et très fréquents, et il faut voir que ça répercute sur le monde parce qu'il y a le commerce mondial, ça peut affecter les données alimentaires au niveau mondial, les migrations internationales. Donc ça crée tout un système très complet de d'effets en cascade et qui s'accroissent. Et malheureusement, toute personne qui vit actuellement va avoir une augmentation les enfants qui naissent maintenant vont voir une augmentation de ces températures, des effets, mais il est de notre choix et de notre action que bon, les personnes jeunes vont voir cette augmentation des températures, mais c'est à nous de limiter ceci. Et malheureusement, les enfants vont souffrir des conséquences d'actions que eux ils n'ont pas prises ni entreprises. Est-ce que juste d'appeler la situation une urgence climatique qui demande une réponse face à l'urgence, est-ce que cadrer ceci comme ça, d'utiliser ça comme ça, peut aider les personnes à faire face à ce défi? C'est une bonne question. Euh, Si l'on voit depuis le point de vue planétaire de la planète, je pense que décrire la situation comme une urgence est quelque chose de justifié. Mais il faut voir le sens du mot urgence en termes humains. C'est beaucoup plus à court terme. Donc ça, il y a un risque, si on décrit ça comme ça, si on à déclencher une réponse humaine, on va dire, à l'urgence. C'est-à-dire qu'il consiste à se préparer et à prioriser certaines choses. Et on ne peut pas se permettre de faire un triage des choses, de prioriser et de simplement s'adapter au détriment de l'atténuation qui est nécessite. On ne peut pas simplement, par exemple, s'atteler au gaz à effet de serre, il y a d'autres choses. Et je pense que donc il y a un risque, si on cadre ça simplement dans une urgence, à donner une réponse trop à court terme d'un point de vue humain. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau mondial, appeler cela une urgence est quelque chose d'exagéré. Mais c'est une urgence qu'il faut gérer à une échelle de temps importante, hein, et ne pas donner une réponse uniquement émotionnelle qui nous donne une réponse beaucoup plus court-termiste, c'est-à-dire en pensant en termes de semaines, de mois, d'années, etc. Et c'est vraiment ce dont on a besoin pour le changement climatique. Comment, par exemple, peut-on présenter ces défis de temps dont vous parliez face à quelqu'un qui lutte pour mettre à manger sur la table, pour mettre de l'essence, du carburant dans sa voiture? Et c'est pour lui, c'est certainement, ou pour elle, c'est certainement l'urgence à court terme, enfin, dans le temps qu'il voit. Donc, comment peut-on faire accepter cette position à des personnes qui se sentent que leur vie décline et qui sont face au coût de la vie et qu'ils voient les défis climatiques à beaucoup plus long terme et dans une temporalité qui les concerne euh, moins. Et je crois que le récit que l'on voit dans différents pays, c'est un argument pour ne pas prendre des mesures contre le changement climatique. Mais si on ne fait pas face au changement climatique, par exemple, les désastres du climat sur les prix ont un bien plus grand impact sur les prix économiques que les politiques sur les prix des denrées alimentaires, pardon. Et donc, beaucoup des solutions sont déjà moins chères. Par exemple, l'électricité solaire est moins chère que celle qui est alimentée par le charbon. La photovoltaïque, l'éolienne sont moins chères que l'électricité au charbon. Et maintenant, les voitures électriques dans un bon nombre de pays ont un coût moindre de leur totale durée de vie que les voitures à essence et à carburant. Donc, bien sûr, il peut y avoir un coût initial plus élevé, mais ça va s'avérer rentable au fil du temps. Et donc, il faudrait qu'il y ait des politiques qui distribuent et répartissent bien les coûts pour les personnes différentes, car certaines personnes, bien sûr, vont ne pas être capables de faire face à ces coûts. Et là, il y a beaucoup d'inégalités face à ces différents coûts à l'échelle mondiale. Donc, c'est c'est donc moins de voir comment on construit les politiques, mais de voir comment on peut faire avancer ces actions. Alors, par exemple, le fait de ne pas permettre l'augmentation des carburants pour avoir un niveau de vie de faible n'est pas vraiment fiable, n'est pas vraiment vivant, car on aurait failli à la transition nécessaire, la transition énergétique.
Et donc, on est vraiment face à une réponse énergétique, par exemple, pour les générations à venir. Donc, le risque dans ce récit sur les coûts fait qu'il faut déconstruire ce récit sur les coûts pour que tout le monde puisse prendre des actions climatiques et pour le bien de tous. Et il y aura des bénéfices également en cascade. On réduira la pollution de l'air et il y aura finalement une amélioration sur les systèmes alimentaires. Donc c'est difficile de monétiser les avantages, mais il faut les prendre en compte car à ce moment-là, l'atténuation du changement climatique, c'est un véhicule pour l'amélioration de la vie, des moyens d'existence des personnes. Vous avez parlé des travaux qui peuvent être faits pour réduire les gaz à effet de serre, ces approches. Et donc, ça peut être d'éliminer du CO2 par des approches fondées sur la nature, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande, des mesures d'adaptation. Et nous avons vu dernièrement une acceptation grandissante pour cette élimination du CO2 de l'atmosphère par des moyens biologiques ou technologiques. En fonction de votre travail dans le groupe 3 du GIEC, sur les trajectoires, les stratégies, euh, quel rôle voyez-vous jouer par l'élimination du CO2? Comment ça fait partie de l'image, on va dire, générale? Quel type d'approche, selon vous, sont plus susceptibles d'être utiles? Depuis la science climatique, c'est-à-dire qu'on doit atteindre les émissions net zéro pour pouvoir détenir l'augmentation des températures. Et ah, donc, c'est une conclusion rapide que de dire que tant qu'on n'aura pas réussi à réduire nos réelles émissions à zéro, on a besoin de l'élimination du CO2 pour absorber ces émissions qu'on ne peut pas réduire. Mais on ne va pas pouvoir réduire les émissions émises depuis très longtemps. Euh, et donc, il y a un besoin logique pour nous faire de dire qu'on a besoin d'élimination du CO2 à grande échelle, car on ne va pas pouvoir ramener nos émissions au net zéro à l'échelle mondiale. Donc, combien de CO2 va-t-il falloir éliminer? Ça, c'est la grande question. Euh, Comment peut-on réduire nos émissions brutes si notre objectif principal est d'atteindre le net zéro euh, et mais bien sûr, on peut aller au-delà et vouloir atteindre les émissions nettes négatives, c'est-à-dire que de d'émettre moins de ce qui a déjà été, d'absorber plus que ce qui a été émis. Et, et là, parce que le net zéro, ça ne fait que stabiliser la température. Mais si, par exemple, on accepte un point d'un réchauffement à 1,5 degré ou 1,7 degré, pardon, il va falloir faire des efforts et être cohérent avec tout ci, poursuivre notre objectif des 1,5 degré. Et il faut voir si on va avoir besoin de plus ou moins d'élimination de CO2. Mais à l'échelle actuelle, c'est difficile de voir exactement les efforts que l'on doit faire pour avoir le niveau le plus faible des émissions possible. Donc, s'il y a un besoin physique à grande échelle, d'élimination du CO2 à grande échelle en fonction des circonstances, mais ça dépend du spectre d'action que l'on veut prendre à niveau collectif pour éliminer le plus d'émissions possible de notre événement. Et en compensation, en retour de ça, c'est difficile de faire de l'élimination du CO2 à grande échelle et d'avoir une véritable incitation à le faire à des niveaux très bas plutôt que de dépendre uniquement de cette élimination. Il faut réduire donc les émissions. Maintenant, quelles vont être les options les plus prometteuses? Comme vous l'avez dit, la Nouvelle-Zélande a fait beaucoup d'efforts pour faire du boisement à grande échelle, ce qui n'est qu'une petite compensation du déboisement qui a été la conséquence des installations des colonies européennes, mais également des colonies des personnes autochtones de notre pays, de Nouvelle-Zélande. Mais le boisement est pratiqué dans le monde entier et c'est pas nécessairement vu comme une façon de traiter et comme une compensation pour des émissions et, et ça se fait pour d'autres buts, d'autres productions, d'autres avantages. Et donc, c'est une question de mécanisme de composition, mais également, il faudrait qu'il y ait des politiques qui permettent de traiter le CO2
par le boisement comme une mesure naturelle. Et mais ça peut être l'opposé, c'est-à-dire que les forêts peuvent brûler et donc peuvent émettre des émissions de CO2 qui vont avoir des effets de réchauffement pendant des milliers d'années. Donc tant qu'on ne peut pas, à moins qu'on puisse s'engager vraiment à se dire que les forêts que l'on plante aujourd'hui vont rester intactes et en place pendant des millions d'années, tant qu'on ne promet pas ça, c'est une compensation qui n'est pas claire et qui est insatisfaisante. Donc il faut faire ces compromis, ces contreparties, mais ça il est clairement prouvé que que le boisement est un moyen de réduire le carbone. Et bien sûr, il y a les approches qui sont plus technologiques. En général, ça va être avec le le captage direct du CO2 dans l'air et son stockage subséquent. Et donc, ça peut être, par exemple, par l'intermédiaire de récoltes. Et ensuite, on capture le CO2 émis par la combustion de ces récoltes et on va le stocker dans le sol. Euh, donc, euh, mais ceci pose le défi de l'énergie, car nous ne sommes pas dans un monde où nous ayons un surplus d'énergie qui nous permet de faire tout ça. Il faut bien entendu des énergies qui soient produites à des très bas niveaux d'émissions. Et la bioénergie, par exemple, donc avec la biomasse et le captage de carbone, demande beaucoup de terre et à l'échelle nécessaire. Il y a la question donc de l'occupation et de l'utilisation des sols, car on n'est pas actuellement, on n'a pas fait les produits nécessaires jusqu'à présent pour pouvoir réduire ces émissions. De façon générale, quel rôle voyez-vous que l'agriculture joue dans l'élimination du carbone, que ce soit, comme vous l'avez dit, avec des récoltes ou avec du biochar ou avec d'autres approches? Donc, à votre avis, quel rôle joue-t-elle? Toutes le carbone, de carbone terrestre dans le cycle du carbone actif a des effets réversibles, peut-être réserve, à l'exception peut-être du biochar. Mais car l'application du biochar à de vastes prairies paraît assez limitée, mais l'agriculture, on pense peut-être que ça peut améliorer le stockage du carbone, c'est une bonne chose. euh, Car beaucoup de sols sont dégradés et si l'on peut les restaurer avec le carbone du stockage, on fait d'une pierre deux coups en quelque sorte. Mais le problème, c'est que ces processus sont réversibles s'il y a des changements climatiques ou des changements des pratiques de gestion. Donc, compter sur ces mécanismes de compensation pour les émissions de combustibles fossiles actuelles est un peu risqué, aléatoire, car il y a une situation qui est qu'on pourrait augmenter par exemple, le stockage dans le sol pendant 10 ans, mais est-ce qu'on va pouvoir le continuer pendant 100 ans comme mécanisme de compensation? Et ça, c'est autre chose. Il faudrait pouvoir maintenir les pratiques de gestion pendant cette durée à perpétuité, je dirais. La perpétuité, c'est long. Et donc, c'est un des principaux défis pour le carbone terrestre du carbone. Mais en même temps, ça, dans beaucoup de cas, ça apporte beaucoup d'avantages qui vont au-delà des avantages climatiques. Donc, c'est une raison de le faire. La question de savoir est-ce qu'il faut les considérer comme une compensation des émissions de combustibles fossiles ou pour atteindre le net zéro, ou est-ce que c'est simplement valable à part entière et, et à mon avis, c'est plutôt la deuxième solution. Mais si on fait une erreur, si on les utilise à mauvais escient, voilà, ça peut se retourner, effectivement. Ah, oui. Vous avez évoqué la tension qu'il y a entre la vitesse de la réduction des émissions et la quantité d'élimination qui serait nécessaire pour atteindre les émissions net zéro. Et en général, ce débat fait mettre en avant dans beaucoup de pays l'aléa moral, c'est-à-dire, pour le dire autrement, c'est le risque de dissuasion de réduction des émissions. Donc, tout d'abord, dans quelle mesure pensez-vous que cette façon d'inciter à la réduction à l'élimination du CO2 pourrait réduire saper les efforts des émissions? Et voyez-vous un mécanisme politique ou des façons de comptabiliser qui pourraient amoindrir cet effet?
Oui, je pense que ça existe et nous avons une conversation en Nouvelle-Zélande actuellement sur le fait, si on se demande si on se dépend trop de l'élimination du CO2 en plantant plus d'arbres et pour effectivement nous distraire des efforts, des réels efforts de décarbonation de notre système de transport, par exemple, en particulier. Donc cela peut se produire, mais ça dépend du cadre politique et des mécanismes d'incitation que l'on apporte pour pouvoir réduire et éliminer le CO2 et de voir si si ça, il faut voir, voilà, de nombreux pays commencent à s'engager à éliminer du CO2 dans le cadre de leur politique, car ils ont réalisé qu'ils en ont besoin pour atteindre leurs propres engagements en faveur du net zéro. De nombreux pays à prendre d'autres approches politiques pour motiver l'élimination du CO2. Par exemple, ils peuvent mettre un prix au carbone ou mettre des mécanismes comme ça commerciaux. Donc il y a beaucoup d'options politiques que nos gouvernements peuvent réguler et réglementer au niveau des incitations pour les éliminations du CO2 et avoir un autre mécanisme d'incitation pour la réduction du carbone, des émissions fossiles. Donc la dissuasion, c'est pas simplement une chose nécessaire pour les politiques, du point de vue politique, mais c'est une question de voir comment on conçoit les politiques. Est-ce qu'on met dans la balance et on fait une égalité entre les émissions et les réductions en mettant simplement un signe opposé devant chaque, ou est-ce que vous apportez différents instruments politiques? Et ça, c'est quelque chose que les pays ont leur propre courbe d'apprentissage et ils en sont à des points de départ différents. Donc, pour certains, ça peut être plus ou moins crucial de soutenir l'élimination du CO2, mais dans ce cas-là, il faut augmenter le montant des émissions. Et par exemple, un pays comme la Nouvelle-Zélande euh, traite l'élimination du CO2 par le boisement de façon équivalente en opposé aux émissions de carbone, en mettant un signe donc différent devant. Et s'est engagé dans un débat en la matière. Et il y a bien sûr des conséquences euh, qui peut y avoir avec les changements d'utilisation des sols, ou peut-être que boiser n'aurait pas été la meilleure perspective pour les générations à venir. Je voudrais maintenant parler d'un autre ensemble de mesures et d'approches qui sont sujets à controverse, c'est la modification du rayonnement solaire ou géo-ingénierie solaire. Étant donné les risques croissants du dépassement, certains scientifiques explorent l'idée de réfléchir une portion du rayonnement solaire vers l'atmosphère pour refroidir les températures. Et donc, il y a une proposition qui a été faite sur la réduction des aérosols qui fait une sorte d'effet masque. Cet effet masque ont les aérosols. Et certaines approches ont été suggérées, l'éclaircissement des nuages marins ou l'injection d'aérosols dans la stratosphère. On voit un intérêt croissant de la part des politiques dans certaines régions, tout comme une opposition grandissante de la part de groupes de la société civile et de scientifiques. Et donc le GIEC a parlé de la MRS dans son rapport et il a souligné qu'il y a un manque de connaissances et beaucoup de lacunes sur cette question. J'aimerais vraiment savoir, vous n'êtes pas directement impliqué dans la recherche sur la MRS, mais quelle est votre opinion et votre ressenti sur ces technologies? C'est un sujet très épineux. La première chose que je dois reconnaître, c'est que c'est différent de l'atténuation dans le sens où ça ne s'attaque pas à la cause du réchauffement qui est l'augmentation des émissions de l'atmosphère et, et donc le changement dans les écosystèmes qui en découlent. Mais bien entendu, la réduction des émissions ont des avantages mondiaux. L'effet sur les effets du changement climatique ne sont pas pareils, mais ne fait pas de différence entre une tonne de CO2 qui est enlevée en Chine ou en Amérique latine ou en Afrique ou en Nouvelle-Zélande. L'effet sur le changement, sur le climat mondial est le même. Mais l'effet sur le changement mondial de l'injection d'aérosols dans la stratosphère qui est mise en œuvre par certains pays du monde, et là entraîne un risque beaucoup plus important de déploiement multilatéral, mais également d'intérêt de différents groupes qui ont certains intérêts. Et bien sûr, euh,
quelles que soient les raisons pour lesquelles on s'engage dans nos objectifs d'atténuation, mais le climat est universel, il faut garder ça à l'esprit. Et l'effet de la modification du rayonnement solaire, par définition, n'est pas local. Donc il faut éviter de la traiter comme un problème technocratique. Ce n'est pas une solution. Euh, et la barrière, c'est surtout la compréhension scientifique du déploiement, mais il faut vraiment que ce soit ancré dans une conversation sur l'équité et la gouvernance. Et le défi, c'est pourquoi certaines personnes sont-elles intéressées par la, la MRS. Et c'est justement l'échec des gouvernements à mettre en place les structures nécessaires pour... Donc, à mon avis, la seule raison pour laquelle la MRS pourrait être déployée, c'est si le monde allait dépasser, c'est sûr qu'il allait atteindre un pic de température puis un déclin. Donc on pourrait utiliser ça quand on va vers le pic. On saurait par exemple qu'on va atteindre 1,7 degré et on préfère plutôt se dire qu'on va ajouter certaines mesures de l'atmosphère pour limiter ce pic de un sel plutôt d'avoir plutôt 1,5 degré, 1,6 degré maximum. Mais ça, c'est précisément notre problème. On n'a pas clairement d'indication, de preuves qu'il y aurait une coopération, une collaboration mondiale et pour pouvoir avoir donc ce pic de température et ensuite un déclin. Et si on déploie la MRS dans un contexte d'augmentation des températures constantes, alors c'est comme si on pariait, on jouait vraiment avec le feu et c'est un risque d'escalade d'un choc de détermination que l'on appelle, ou d'un déploiement unilatéral, et simplement dans un monde qui n'est pas vraiment qui se consacre pas à appliquer certaines solutions. Et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus grand défi dans ce qui concerne la modification sur le rayonnement solaire, c'est que c'est souvent conduit par une sorte de curiosité, des personnes qui se disent ah si on injectait des aérosols là dans la stratosphère, qu'est-ce qui va se passer si on fait de l'éclaircissement des nuages marins, etc., etc. Et toute proportion gardée, c'est comme encore la négociation acharnée qui est en quelque sorte sur l'intelligence artificielle qui est conduite par des gens qui disent c'est pas génial ce qu'on pourrait faire, et d'autres qui disent mais est-ce qu'on peut vraiment le faire? Et c'est le vrai défi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre que la MRS soit conduite par la faisabilité technologique sans en savoir plus sur la gouvernance. Il faut qu'il y ait véritablement une conversation qui soit axée et menée par la gouvernance pour que ce soit une solution et non pas un problème. Bien sûr, dire de la phrase on ne peut pas permettre, ça veut dire quoi de ne pas permettre et de dire le nous? C'est une certaine forme de gouvernance, une certaine forme de gouvernance. Donc, étant donné l'endroit où on en va, compte tenu des incertitudes, etc., quel type de gouvernance et où devrait-elle s'appliquer cette gouvernance appropriée sur ce sujet? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. À mon avis, c'est qu'il est prématuré de parler de gouvernance pour le déploiement, car nous ne sommes pas, tant qu'on n'aura pas, nous ne serons pas convaincus que nous devons agir collectivement pour limiter, pour atteindre nos objectifs de net zéro comme espèce humaine, et tant qu'on n'aura pas fait ça, il ne faut pas véritablement qu'il y ait un autre espace comme l'espace pour la MRS pour l'intervention. Et tant qu'on n'aura pas ce sens collectif de l'action, je pense que il est trop tôt pour avoir cette conversation sur le déploiement de la MRS, que ça veuille dire un moratoire sur le déploiement ou que ce soit de déterminer si l'on fait de la recherche dessus ou pas. Et en fait, il faut cerner les acteurs de bonne foi et de mauvaise foi car il y a beaucoup de personnes qui veulent exploiter ceci à des fins commerciales et à court terme, euh, car euh, et donc il faut voir qui va avoir accès à la MRS, qui va en tirer des avantages, et il faut voir qui contrôle les règles, qui va pouvoir la déployer. Euh, et donc
Et on peut voir que les choses peuvent mal tourner et aussi comment on va gérer la perception. Imaginez qu'un pays déploie la MRS et qu'ensuite il y a une très grande sécheresse dans un autre pays. Dans le monde où la désinformation est croissante, peu importe ce que les scientifiques pourraient dire et dire que cette sécheresse est liée ou non pas à ce déploiement de la MRS, de toute façon, une chose comme ceci alimenterait le risque d'alimenter la fracture de la société à l'échelle mondiale est très 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 important tant qu'on n'a pas réussi à être dans un espace mondial où on a une conversation mûre entre tous les pays sur l'éventuel déploiement de ces choses pour le bien de tous. Donc moi je suis très préoccupée de voir de jouer avec tout ceci sans reconnaître que cette action peut avoir des effets et que tant qu'on n'a pas compris l'effet des aérosols dans la stratosphère. Et deux autres questions, donc, sur la compréhension. Pensez-vous qu'il devrait y avoir plus de recherches sur la MRS ou est-ce que finalement vous ne rentrez pas dans... J'aurais tendance à dire que je ne rentre pas dedans car je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, de choses que nous avons apprises et qui sont importantes pour la MRS et ceci avant d'entreprendre une recherche propre sur la MRS. Et c'est la compréhension des effets sur le climat des aérosols, de différents types d'aérosols de l'atmosphère. Et ça, c'est une recherche qui est très importante, qui est très active. Et donc, on ne dirait peut-être pas davantage d'une recherche sur le déploiement éventuel euh, et pour avoir vraiment des idées dessus. Donc, je suis hésitant sur le fait de dire qu'il devrait y avoir plus de réponses, car mon souci, c'est que ça pourrait nous conduire à une fracture des moyens de comprendre qu'il faut que nous fassions des progrès dans l'espace international. Une autre question sur la gouvernance, pardon. Euh, euh, donc, est-ce qu'on devrait, vous avez dit, est-ce on devrait proposer de faire des recherches une fois qu'on aura la recherche, enfin, des certitudes sur les trajectoires, etc. Et ceci, bien entendu, est tout à fait sensé, mais des pays individuels ou des régions, certaines régions pourraient voir une augmentation des températures et ne pas se soucier de tous ces effets. Et donc, il pourrait y avoir un déploiement unilatéral ou un multilatéral, mais dans une certaine région. Donc, comment est-ce que vous voyez ce risque? Et deuxièmement, s'il y a un risque au moyen terme, est-ce qu'il devrait y avoir des gouvernements, des structures de gouvernance en place à l'avance pour faire face à ça, plutôt que de paniquer lorsque ça va arriver? Oui, je pense certainement qu'il y a un risque de déploiement unilatéral ou minilatéral, mais je, je serais, voilà, c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, j'hésite véritablement à donner mon point de vue, sachant qu'aujourd'hui, je ne m'exprime en dehors du cadre du GIEC. Mais bien sûr, il y a certainement ce serait très bien de développer des connaissances partagées et sur les seuils de déploiement, mais parallèlement à ceci, si un pays se sent abandonné par la communauté internationale qui n'a pas pris les mesures adéquates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, si le pays se sent abandonné parce qu'il n'a pas eu les finances nécessaires pour l'adaptation face au changement climatique, est-ce que ce pays va prêter attention à une résolution des Nations Unies qui va dire de ne pas déployer la MRS? Vraiment, j'ai beaucoup de doutes. Donc, comment on peut encourager la conversation et pour s'engager et s'impliquer dans la MRS d'une façon qui facilite la coopération internationale, mais sachant que il va devoir faire des règles et des règles contraignantes, car comment on va faire si ces mêmes pays sentent qu'ils ont été abandonnés par un manque, le manque d'autres pays qui étaient liés leurs engagements de l'accord de Paris et donc voir qu'il y a eu finalement un échec à atteindre ce 1,5 degré. C'est vraiment difficile, c'est une question de quel est le bon mécanisme, euh,
contraignant dans un monde qui est conduit par un risque de fragmentation de l'action mondiale nécessaire. Et je pense que c'est vraiment pourquoi l'action pour réduire les gaz à effet de serre, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut parier et ce qui peut réinstaurer la confiance internationale et assurer un bon développement. C'est une question d'équité également. Et plutôt que de voir la MRS qui est une solution valide à ce niveau-là. Mais il faut voir le mécanisme de gouvernance qu'on peut avoir pour encourager cette approche. Mais vraiment, statuer là-dessus, c'est au-delà de mon expertise. Nous pourrions terminer sur une note un petit peu personnelle. Je sais que bien sûr c'est difficile de travailler sur le changement climatique et pendant autant d'années, et surtout quand on connaît les conséquences des actions insuffisantes. Et donc ça peut démoraliser. Comment gardez-vous votre motivation ou trouvez-vous des sources d'espoir pour continuer à travailler dans ce domaine? Eh bien, comment est-ce qu'on reste motivé? C'est parce qu'il faut rester motivé. C'est pas une question de motivation, voilà, il n'y a pas de plan B lorsque l'on commence à travailler sur ces sujets. Mais ce qui me donne de l'espoir, c'est toute une gamme de choses en réalité. La chose la plus inspirante, c'est de parler avec des jeunes euh, qui sont prêtes à prendre des actions et vraiment qui ont des idées inspirantes et qui veulent s'engager. Et très souvent, ce sont tous les adultes qui sont dans la pièce par rapport selon des conversations que j'ai pu voir. Mais je suis il faut reconnaître que à présent, les engagements collectifs, les engagements à long terme qui ont été pris par les gouvernements, en théorie, nous mettent vers un monde qui limiterait le réchauffement en dessous des 2 degrés. Bien sûr, on peut se poser des questions sur la crédibilité de ces engagements, mais il y a 5 ans, nous n'en étions pas du tout à ce point-là. Donc les actions des gouvernements qui sont soutenues par des véritables mises en œuvre qui peuvent être accomplies et ça peut être encouragement. Et surtout qu'avec les efforts des entreprises qui voient ça comme des opportunités commerciales, mais également qui voient les risques à échouer dans leurs engagements. Et donc, bon, ça crée un élan. On ne sait pas si cet élan pourrait limiter le réchauffement à 1,5 degré, on ne peut pas en être sûr, mais c'est un signal positif qui est donné et c'est un encouragement de continuer à travailler, de redoubler d'efforts, car comme le dit le GIEC, chaque décimale de réchauffement compte et il faut faire des efforts pour vraiment limiter à ces décimales. And dear Roger, merci beaucoup de terminer sur cette note positive. C'est moi, Marc, qui vous remercie.